Bonjour, vous avez décidé de vous lancer avec Scratch et vos élèves. Une petite introduction, une petite présentation s'impose. C'est difficile de les mettre devant cet espace de travail avec toute une série d'outils quand même, sans leur faire une petite démonstration, ça va leur faire gagner beaucoup de temps. Alors vous avez deux options aussi, le faire vous-même. Dans 2-3 minutes, je vous présenterai donc Scratch comme si j'étais devant les élèves. Vous pourrez donc vous inspirer de cette présentation ou confier cette présentation à Scratch. Pour ça, vous vous rendez sur la page d'accueil scratch.mit.edu et sans vous connecter, vous cliquez sur Créer et vous avez une petite démo, un petit tuto qui est présenté là en dessous de l'écran. Vous cliquez sur la flèche Play. Avec Scratch, tu peux créer tes propres histoires. Voilà, etc. Donc les élèves, là, en quelques minutes, auront déjà un petit aperçu. Ça, vous pouvez très bien utiliser pour les premières fois, peut-être, si vous n'êtes pas trop à l'aise vous-même. Sinon, je pense quand même qu'une présentation par vos soins, c'est plus dynamique. Nous allons voir tout de suite comment la réaliser. Alors, 3 petites remarques avant de commencer. D'abord, avec des ordis ou avec des tablettes. Les deux sont possibles. Scratch peut très bien fonctionner sur tablette, même sous Android. Pas besoin absolument d'avoir Windows. La seule chose, c'est que les tablettes ont deux inconvénients. Le premier, c'est que l'écran est généralement fort petit. Donc vous voyez ici, je suis sur un grand écran, donc je dispose de différents espaces de travail et je vois très clair. Sur le petit écran, qui est souvent du 11 ou 12 pouces d'une tablette, ça va être plus compliqué. Deuxième inconvénient des tablettes, c'est que vous n'avez pas de clavier. Et donc vous n'avez pas accès à toutes les touches du clavier qui sont souvent utilisées pour réaliser des applications. Quand j'appuie sur une touche, il se passe telle ou telle action. Ça, vous ne pourrez pas faire. Alors, deuxième remarque, je travaille en offline ou online. Ici, j'ai ouvert Scratch par le biais de mon navigateur. Ici, en l'occurrence, Google Chrome, mais vous pouvez évidemment utiliser les autres navigateurs aussi. Et je suis donc en ligne. J'ai besoin d'une connexion Internet. Vous pouvez aussi installer Scratch sur un ordinateur et donc vous priver, après l'avoir installé, de connexion Internet. Ce qui veut dire que vous aurez peut-être plus de possibilités dans votre école d'aller vous mettre dans un local même s'il n'a pas le Wi-Fi. Alors pour ce faire, je reviens à la page d'accueil de Scratch et je tape simplement derrière scratch.mit.edu / donc la barre de division, download. Et vous arrivez là sur une page, vous descendez un petit peu et il vous propose différentes versions de Scratch offline à installer sur l'ordinateur et en dessous vous cliquez sur télécharger, vous suivez la petite procédure, ça va assez vite et vous aurez l'icône de Scratch qui va s'ajouter sur votre bureau. Essayez-la, vous arriverez exactement ou à très peu de choses près au même espace de travail que je l'ai ici sous les yeux avec un navigateur. Troisième et dernière remarque avant de commencer, je reviens encore une fois à la page d'accueil de Scratch. Alors, est-ce que je travaille avec ou sans compte? Moi, je travaille évidemment toujours en me connectant parce que ça me permet d'avoir accès à tous mes projets en ligne via le cloud. Mais quand vous ferez les premières applications avec vos élèves, je vous conseille de travailler sans vous connecter, ou plutôt sans connecter les élèves. Donc pas besoin de leur créer un compte, vous allez directement sur Créer, vous faites disparaître la petite fenêtre de tutoriel et vous vous lancez comme ça. Les élèves pourront toujours enregistrer leur réalisation et leur projet sur l'ordinateur. Donc en cliquant sur Fichier, sauvegarder sur l'ordinateur, ça permettra aux élèves, peut-être à l'heure suivante, de retrouver leur projet en allant le rechercher sur l'ordinateur. Voilà, on va s'y mettre maintenant. Oups, un dernier conseil pour la route. Quand vous faites la présentation à vos élèves, proposez-leur d'éteindre leurs ordinateurs, sinon vous aurez difficile à capter leur attention. Voici ce que je vais proposer dans cette présentation. Avec Scratch, on sait faire plein de choses, quelques démos tout simplement, très rapides, quelques dizaines de secondes, 1 minute ou 2 et c'est bon. Question qu'ils voient qu'on peut faire des choses très simples et des choses très élaborées.
Alors, deuxième point, accéder avec Scratch avec un navigateur, montrer comment on y arrive tout simplement. Les différentes zones de l'éditeur, les onglets costumes, les onglets son, etc. Expliquer rapidement qu'on peut avoir plusieurs objets, plusieurs sprites qui ont chacun leur programme et plusieurs costumes. Expliquer rapidement aussi comment on peut passer à l'exécution d'un programme en plein écran et terminer par un exemple de petit programme, bien sûr, si on ne l'a pas fait en cours de route. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Scratch? Voyons quelques exemples rapidement. Ce petit jeu, tu vas le réaliser, c'est bien simple. Alors celui-ci, probablement pas, parce que ça revient quand même à réaliser un programme quasi professionnel, vraiment très très bien fait, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas, si tu t'obstines et que tu travailles beaucoup avec Scratch. Des illustrations pour ton cours de sciences. Ici, ce sont des élèves qui ont reproduit un cœur humain pour expliquer comment le sang circulait. Pas mal, non? Ou encore une autre simulation ici d'un tir de boulet de canon avec la trace qui apparaît et qui permet de décrire un mouvement qu'on appelle le mouvement balistique. Nous y sommes. On reprend tout à zéro. Tu te rends sur Internet, dans un navigateur, ici Google Chrome par exemple, mais tu peux en utiliser d'autres, et tu tapes comme adresse scratch.mit.edu. Ensuite, tu cliques sur le bouton Créer, et voici l'espace de travail. Je supprime le petit tutoriel dont nous n'avons pas besoin. Alors, de quoi est fait l'espace de travail? Ici, en tout grand, sur un grand écran, peut-être que sur une tablette ou un plus petit écran, tout ça sera un peu plus ramassé, mais tu vas retrouver exactement les mêmes zones. La première qui nous intéresse, c'est cette zone ici à gauche, qui présente les grandes familles de blocs que nous allons utiliser. La deuxième, c'est la zone de travail sur laquelle on va venir placer les blocs. Et la troisième, c'est la scène sur laquelle tu vas voir ton chat, c'est ce petit chat que nous allons programmer maintenant, se déplacer et effectuer toutes sortes de cabrioles. Donc, les familles de blocs à gauche, les blocs famille par famille juste à côté, l'éditeur, l'endroit où on va placer les blocs, on va peut-être commencer par celui-ci d'ailleurs, quand le drapeau vert est cliqué, et la scène sur laquelle j'observe les mouvements du chat ici, puisque nous n'avons qu'un sprite ici, qu'un petit lutin si tu veux, c'est le chat. Si je vais dans les blocs de mouvement et que je lui dis d'avancer de 100 pas, je clique sur le champ, à la place du 10, je tape 100, et que je clique sur le bloc, le chat, regarde-le bien, il va avancer de 100 pas. Si maintenant j'associe ce bloc à un autre bloc quand le drapeau vert est cliqué, il me suffira de cliquer sur le drapeau vert ici et le chat va exécuter exactement le mouvement que tu lui as recommandé. Tu peux prendre le chat avec ta souris et les remettre en début ou à gauche de l'écran pour recommencer. Alors les blocs, tu peux les empiler. Tu peux lui dire d'avancer. Je vais aller chercher aussi un bloc attendre une seconde. Donc tu peux lui dire avance de 100 pas, attends une seconde et puis tourne de 90 degrés par exemple. En tapant 90 à la place de 15, je clique sur le drapeau vert et je vois que le chat, il attend, après une petite pause d'une seconde, il tourne de 90 degrés. Ce que tu as là devant toi, c'est un programme. Tout simplement, le programme est exécuté grâce à un événement. L'événement, c'est quand je clique sur le drapeau vert. Et puis, les uns après les autres, je dirais même en même temps, pratiquement, les blocs suivants se réalisent. Ici, s'il y a une petite pause, c'est parce qu'on lui a bien demandé d'attendre une seconde. Sinon, tout cela aurait été instantané. Je t'en fais la démonstration ici. Voilà, là tu n'as même pas vu le temps s'écouler entre le fait d'avancer de 100 pas et de tourner de 90 degrés. Important, n'hésite surtout pas à faire des essais. Tu peux dissocier les blocs et effectuer les actions en cliquant dessus. Donc ici, le avancer de 100 pas, si je clique sur le bloc, il le fait. Je le fais tourner de 90 degrés et avancer de 100 pas, etc. Ça permet d'essayer vraiment ou d'observer l'action réalisée par chaque bloc. C'est vraiment très important de tester. Je vais dans Apparence, par exemple, chercher un bloc
ajouter à l'effet couleur. Je me demande un peu comment ça va fonctionner. Je ne le connais pas, voilà. Ajouter 25 à l'effet couleur. Je clique dessus et je vois que le chat, en fait, change de couleur. Et quand j'ai cliqué 8 fois dessus, il revient à sa couleur d'origine. Ben, ça te donne déjà une petite idée de la façon dont ce bloc fonctionne sans avoir besoin d'aller lire un mode d'emploi. Petite précision de vocabulaire, quand une série de blocs est assemblée pour réaliser des actions, l'ensemble ici va être appelé un programme. Et il peut y avoir plusieurs séries de blocs comme ça. Regarde, ici je la reproduis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on se comprend. L'ensemble, même s'il y a plusieurs séries de blocs, est appelé un programme. Par contre, une série de blocs prise isolément, on appelle ça souvent un script. C'est un terme anglais. Pour me débarrasser des blocs dont je ne veux plus, je les glisse simplement à gauche et ils vont disparaître. Voilà, c'est tout simple. Alors, encore une chose, je vois que le focus est mis sur mon sprite ici, le sprite 1. Je peux avoir 2 sprites, 3, 10, 20, des centaines même si nécessaire, que je vais rechercher dans la bibliothèque des sprites en faisant choisir un sprite là en dessous. Ici, je vais prendre un deuxième sprite, la pomme par exemple, et j'en ai 2. Je vois que je n'ai plus de code ici, c'est normal. Le chat a toujours son code. Donc tu vas déclencher des actions pour la pomme de façon distincte, éventuellement en même temps. Enfin, tout ça, c'est toi qui pourras le décider. Tu peux voir, c'est valable pour le chat et pour la pomme, qu'il y a 3 onglets là au-dessus à gauche. Il y a l'onglet code où on a effectivement trouvé les blocs que nous avons glissés. Et puis il y a un onglet costume. La pomme ici, elle est toute rouge. Je pourrais très bien imaginer avoir un deuxième costume pour créer des animations. Ça, tu verras évidemment en travaillant avec ces onglets. Et ici, je peux dupliquer le costume. Ça, j'ai 2 fois la pomme et changer la couleur. De rouge, par exemple, je vais passer à une autre couleur, verte. Bon, c'est pas très beau, c'est un petit peu trop vif, mais tu m'as compris. Donc, j'ai 2 costumes. En cliquant dessus, je peux les voir un par un pour le même sprite. Donc ça, c'est pour l'onglet costume. Tu pourras aussi avoir des sons qui sont associés au sprite. Souvent ici, il en propose un par défaut, mais tu pourras aller en chercher. Il y en a des centaines de sons que tu pourras utiliser. Voilà. Tu vas sûrement bien t'amuser avec ces sons. Il y a moyen de modifier ces sons. Bon, je ne vais pas expliquer tout ça maintenant, ça prendrait trop de temps. Mais donc, pour chaque sprite, tu as une collection de sons que tu vas pouvoir évidemment allonger, une collection de costumes et le code. Ce sont les 3 onglets qui se trouvent là au-dessus à gauche qu'il faut toujours tenir à l'œil. Alors, je vais revenir au costume rouge de la pomme, comme ceci. Voilà, je reviens au code, je jette ces blocs qui ne me sont pas utiles. Alors la première chose, tu peux faire des essais directement. Je vais mettre le chat un peu de côté, mettre la pomme là sur la gauche. Tu peux faire des essais évidemment en bougeant la pomme avec ta souris ou en modifiant ses propriétés ici. Donc ceci, ce sont les propriétés de la pomme. Elle s'appelle Apple parce que Apple en anglais, ça veut dire pomme. Ça, c'est sa position sur la scène. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais ici, par exemple, si je mets 0, 0, ça tu peux déjà retenir. Si je mets 0, 0 comme position, la pomme va être pile au milieu de la scène. C'est intéressant, ça l'a ramené vraiment au milieu. Tu peux la faire disparaître ou l'afficher. Tu peux modifier sa taille. Si je lui dis 50%, elle va devenir plus petite. Et tu peux changer sa direction. Regarde bien la petite queue de la pomme pour comprendre ce qui se passe. Donc ceci, ce sont des actions que j'effectue directement grâce aux propriétés qui se trouvent ici. Et toutes ces actions, tu peux aussi les réaliser grâce à des blocs de programme. Parce qu'évidemment, ces propriétés ici, une fois que tu vas passer en plein écran pour jouer au jeu que tu auras créé par exemple, ben, tu ne les verras plus. Là, tu ne sais plus rien faire, il n'y a plus rien qui bouge. Donc en plein écran, on doit utiliser les blocs, on doit programmer. Donc, en l'occurrence, si je veux faire disparaître la pomme, je vais par exemple faire quand ce sprite est cliqué, donc quand je clique sur la pomme, et je vais aller chercher dans Apparence un bloc qui s'appelle Cacher
Et par contre, quand le drapeau vert est cliqué, je vais aller chercher un bloc qui s'appelle montrer. Donc ici, ça correspond aux propriétés qui se trouvent là, montrer, cacher, etc. Maintenant, j'ai le programme qui est ici, prêt à exécuter les actions, même si je suis en plein écran. En plein écran, je vais cliquer sur la pomme, elle va se cacher. Je vais recliquer sur le drapeau vert, la pomme va apparaître. Et donc tu vois ici, le programme a été exécuté en mode plein écran. Et donc, on modifie ses propriétés à l'aide de blocs. Donc on termine par un dernier exemple. Disons que je voudrais que le chat ici, que je vais remettre plus ou moins droit, peu importe sa couleur, il peut rester vert, ça ne me dérange pas. Si je veux que ce chat avance et grandisse en même temps, essayons ça. Je vais lui demander d'avancer, mais quand je clique sur 100 pas, c'est un peu beaucoup. Je voudrais qu'il avance de 2 pas, de 5 pas pour que ça aille moins vite. Je n'ai pas besoin qu'il tourne, je n'ai pas besoin de pause ici, et je vais aller chercher un bloc, ajouter à la taille. Ici, je vois ajouter 10 à la taille, sachant qu'au départ, la taille est bien 100%. Je suis bien sur le chat. Je vais mettre avancé de 10 pas. Et je voudrais que chaque fois, il agrandisse la taille, disons, de 2%. On va faire ça progressivement. Et je vais utiliser une boucle pour qu'il répète ça une dizaine de fois. Ou peut-être même une vingtaine de fois. On va essayer. 20 fois 10, ça fait 200, ça devrait aller. Et 20 fois 2, ça fait 40. Donc je vais lui dire, répète 20 fois cette opération qui consiste à avancer tout en augmentant un peu la taille du chat. Ici, j'utilise ce qu'on appelle une boucle. Ça, tu vas en avoir très vite besoin des boucles, hein, je te rassure. Donc, si je mets ceci sous le drapeau vert, j'ai mon programme. Je remets le chat au point de départ. Je clique sur le drapeau vert, observe bien ce qui va se passer. Voilà, tu as vu, le chat a avancé tout en grandissant. Voilà pour cette première démonstration. J'espère que ça t'a mis quelques idées en place. Maintenant, ça va être à toi de jouer.